Bonjour et bienvenue à cette émission d'intérêt public au cours de laquelle Joël Monzé, docteur en neurosciences, et moi-même, Martine Laval, nous allons échanger et discuter avec nos invités. Question de faire tourner le vent sur des sujets qui nous interpellent. Simplement s'inspirer, être entre nous. Nos invités aujourd'hui, Anne-Isabelle Dionne, omnipraticienne. Bonjour. Bonjour. Robert Béliveau, médecin à la retraite. Bonjour, Robert. Bonjour. Et Nadine Cazenave, master en sophrologie et PNL. Bonjour, Nadine. Bonjour, Martine. Notre sujet d'aujourd'hui, bonjour, Joël. Bonjour Martine, bonjour à vous, merci d'être là. Notre sujet d'aujourd'hui, la santé globale. Pourquoi, Joël, la santé globale? Pourquoi? Parce que, en fait, quand tu regardes ce qui se passe à l'université, on a plein de génies dans les universités. Ils sont des experts dans un domaine bien précis. Le problème, c'est qu'ils ne se parlent pas. Ce qui veut dire que de plus en plus, nos connaissances sont organisées en silos où il n'y a pas d'interaction entre ces différents silos. C'est comme si on a un expert de la lettre A, B, C, D, E, F. Ils sont géniaux, ils sont extraordinaires, mais il n'y a plus personne dans les universités qui est capable de lire un poème ou d'écrire un roman. Et le problème, c'est que notre vie, ce sont des histoires. Donc, pour pouvoir arriver à comprendre un petit peu ce qui se passe dans le concret de notre vie, on a besoin d'interaction entre les différentes lettres, entre les différents silos. Et quelque part, ce qu'on vient de vivre à travers la crise sanitaire, on a passé, en fait, on a eu un rendez-vous manqué parce qu'on était face à un nouveau virus qui avait des impacts majeurs sur la société et on a confiné beaucoup de gens plutôt que d'en profiter pour dire « Hey, on n'a pas pour l'instant de traitement de la maladie, donc profitons-en pour renforcer notre système immunitaire. » Qu'est-ce que nous pouvons faire pour renforcer notre système immunitaire? Et c'est là que le roman de la vie s'écrit au niveau de notre santé. Donc, quelque part, il est grand temps qu'on retrouve une compréhension intégrative de la médecine pour collaborer, sortir du corporatisme et voir de quelle manière on peut travailler ensemble pour que nous cinq, mais vous aussi, on puisse être en meilleure santé. La santé, on voudrait l'avoir dans sa globalité et non pas sectionnée. C'est ce que je comprends. Qu'est-ce que vous vivez là-dedans? En fait, c'est sûr que comme médecin de famille, on se doit de véhiculer ce que les méthodes de santé publique qui sont recommandées dans la collectivité. Alors, on se doit, comme médecin de famille, d'en faire la promotion auprès de nos patients. Je pense que c'est important, tout le monde en reconnaît les bénéfices. Cependant, il y a une chose qu'on a grandement oubliée comme médecin de famille aussi, c'est qu'on est théoriquement les fervents défenseurs de la santé globale et de la prévention auprès de nos patients. Et malheureusement, on a entrepris un discours assez unidirectionnel, uniciste, en regard de ces méthodes de santé publique qui étaient naturellement bien recommandées dans la collectivité. Puis on a omis de parler justement de toutes ces stratégies qui pourraient être très pertinentes dans le volet préventif pour optimiser la santé de notre système immunitaire. Je pense que la pandémie aurait été une opportunité extraordinaire, une belle porte ouverte dans laquelle, comme société, on aurait pu rentrer pour réussir à aller revoir la physiologie du système immunitaire, de la santé, en quoi chacun des comportements qu'on adopte au quotidien ou de nos facteurs de risque puisse changer cette physiologie-là et donner des outils, éduquer et relever les compétences de toutes sortes d'autres professionnels ou de thérapeutes en santé qui sont très pertinents pour engager le patient dans la reprise de pouvoir sur sa santé, de l'amener à comprendre, de l'amener à poser les gestes qui sont vraiment pertinents pour restaurer cette physiologie-là. La reprise sur sa santé, la reprise du patient sur sa santé, ça me résonne beaucoup. Suite à l'expérience que Nadine a vécue, je crois qu'elle va nous en parler elle-même. Je pense qu'on se fie peut-être, on a des symptômes, on va voir le médecin, on a un médicament ou un plaster sur le bobo. Bon, OK, mais on n'a pas peut-être compris ce qu'on aurait pu faire peut-être pour éviter, pour prévenir, pour peut-être se soigner différemment sans que ce soit si drastique. Nadine, comment tu perçois, toi, justement, cette santé globale suite à ce que tu as vécu? Raconte-nous un petit peu.
Mais là, c'est sûr que ce que Joël a dit résonne particulièrement chez moi. Moi, j'ai été en bonne santé pendant très très longtemps. Vous avez entendu, je travaille beaucoup avec l'outil de la programmation neurolinguistique. Donc, le corps était pour moi un véhicule. Puis c'était un peu marche là. Ça fait gling-gling, mais ça marche encore. Ça va marcher. Puis, j'ai fait au tout début de la pandémie, 2020, 1er mars, un AVC. Donc là, j'ai été confrontée pour la première fois à la maladie, qui a été une opportunité extraordinaire pour moi. La première chose, c'est de découvrir comment on réagit face à la maladie. On ne peut pas le savoir tant qu'on n'y est pas confronté. Tout à fait. Et j'ai découvert que je ne me suis pas effondrée, je ne me suis pas plainte, je n'étais pas victime, je n'étais pas fataliste, je n'étais pas dépressive. J'ai dit, OK, qu'est-ce que je dois faire pour récupérer le plus possible? Et là j'étais confrontée à des gens extrêmement compétents, puis certainement très à mon écoute, mais qui me disaient, ben voilà, là va falloir faire des deuils. Hein, il y a des choses que vous ne ferez plus. Et là, ma neurologue a été étonnée parce que à un moment, elle me parlait, puis je lui ai dit, arrêtez de dire que c'est moi. Vous parlez de la maladie, elle est là, et moi, c'est moi. D'accord ? C'est deux choses différentes. Donc j'ai dit, je vais accompagner cette maladie et puis voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que moi, je sois le mieux possible. Donc là, elle a déjà été étonnée. Suite à l'AVC, quelques mois plus tard, au mois de juillet, on me déclare une maladie auto-immune. Et là, je reprends ce que Martine vient de dire. Là, on me met dans les mains d'un grand spécialiste qui va régler ce problème. Sauf qu'avec le règlement du problème, il y a une foule de conséquences et d'effets secondaires. Donc là, je me suis entendue lui dire, il me dit, ben, c'est comme ça, vous voulez guérir ou pas? Non, je m'en fous de guérir, moi. Ça, c'est votre job. Moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux être en santé. Donc, moi, si vous me dites que vous me guérissez une maladie, mais qu'en contrepartie, je peux plus vivre, parce que j'ai pris 30 kilos, parce que j'ai des étourdissements, parce que j'ai des nausées, parce que je suis fatiguée à longueur de journée, non, j'en veux pas. Je préfère rester malade à ce moment-là. Donc, cette notion de global, c'est-à-dire, en effet, il segmente. Alors, non, mais après, je vous enverrai voir un autre médecin pour les problèmes que ça va déclencher dans le foie. Ah ben, voyez, non, c'est pas ça que je veux, moi. Moi, je veux être en santé. C'est-à-dire, pour moi, je vous explique ce que c'est, docteur, pour moi, être en santé. C'est être souple, dynamique, avoir de la force, de l'énergie, être en équilibre, en harmonie, et pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Ah ben non, mais là, non. Non, c'est pas... C'est parce que moi, je suis docteur. Ah bon, ben, je croyais que... Vous voyez, Donc, là, si moi, je comprends là-dedans, il- c'est vraiment, il y a un clash complet entre la formation, tu sais, A, B, C, D, E, F, et quelqu'un qui veut lire un roman. Hein? Et c'est là qu'on est complètement perdu parce que ce que tu nous racontes, ce sont des histoires qu'on doit tous entendre quotidiennement. Les effets secondaires sont continus avec chacun des médicaments. Ça ne veut pas dire que le médicament ne peut pas aider à guérir quelque chose, mais la contrepartie que cela peut faire, c'est une chose. Mais le pire, puis moi je l'ai vécu en recherche, c'est très difficile d'avoir des fonds pour faire de la prévention. Tu sais, 4% seulement de l'argent qui est dépensé par les fonds de recherche publics s'occupe de la prévention. Et 96%, c'est du curatif. Et c'est là qu'à ce moment-là, dans la formation médicale et les formations continues post l'obtention du diplôme, on se sent sur des symptômes qu'on veut éteindre, mais on ne comprend plus, si je comprends bien, la globalité du corps, de la santé, des bonnes habitudes de vie, des aspects préventifs et autres.
Ça ne les intéresse même pas. Parce que quand j'ai essayé de l'amener sur ce terrain en lui disant, vous savez, j'ai vécu 2-3 années précédentes extrêmement difficiles, très violentes, avec des stress majeurs. Quand je dis majeur, c'est tout perdre, me retrouver sans emploi, sans maison, à la rue, du jour au lendemain. Non, mais ça n'a rien à voir, ça. C'est pas avec ça, c'est pas sur ce chemin-là qu'il faut aller, madame. Ben, j'ai dit, je ne sais pas, mon système immunitaire est trop fort. Moi, je fais de la PNL, c'est logique. Hein? J'ai été agressée pendant des mois et des mois. Mon système immunitaire, sa réaction, c'est de me défendre. Donc, il se renforce, mais il se renforce tellement que quand il n'y a plus de violence, ben, lui, il continue sur sa lignée et ça se retourne contre moi. Ah non, mais non. Mais on va devoir faire une pause là-dessus, puis on va continuer à jaser de tous ces aspects-là, parce que c'est, je crois, un des problèmes majeurs et qui a été révélé par la crise sanitaire. Cette incompréhension, en fait, que tu essaies de transmettre à ton médecin. On revient. Finalement, Nadine, comment ça s'est résolu, cette histoire-là? Ben, c'est en cours de réalisation, je vais dire. Je ne vais pas dire que ce n'est pas résolu. Ce n'est pas résolu avec le système médical. C'est-à-dire que là, on m'a reproposé un traitement que j'ai refusé. Et ils m'ont dit, et vous allez faire comment? Ben, j'ai dit, je vais trouver mes solutions par moi-même, en cherchant. Et je vais finir par trouver. Donc, je cherche. Robert, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas plus de lien entre... comment ça se fait que dans la médecine, on ne puisse pas voir la globalité alors que vous apprenez le fonctionnement de l'être humain, de tous les systèmes, des organes, etc. J'ai compris que tout se faisait en silo, mais comment se fait-il qu'après des situations comme ça ou des situations comme la crise sanitaire, on ne soit pas rendu à se dire « Ah ben oui, évidemment, c'est par là qu'il faut qu'on aille. » Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'il faudrait? En fait, c'est ce qu'on voudrait savoir. Qu'est-ce qu'il faudrait pour uniformiser un peu le tout ou généraliser? Je ne sais pas exactement quel terme prendre parce que nous sommes un tout. Oui, mais on a morcelé, on a compartimenté, et puis chacun s'intéresse à son petit bout. Ce qui a ses vertus et sa valeur. Hein? Puis il suffit d'avoir eu un décollement de la rétine comme celui que j'ai eu il y a quelques années pour apprécier les performances techniques fabuleuses que nous offre la médecine moderne aussi. Il ne s'agit pas de tout rejeter. Alors, j'étais très content de savoir qu'il y avait un spécialiste du fond de l'œil, de la rétine, un rétinologue qui est venu m'aider, ce qui fait que je vois encore mieux de mon œil qui est blessé que de mon autre actuellement. Tout ça pour dire qu'il y a une tendance à vouloir s'occuper de son petit bout, chacun son petit bout, être un expert. Puis on oublie que l'expert, c'est aussi et surtout un ignorant. C'est-à-dire, il est expert d'un petit bout, puis il est ignorant de tout le reste. Ah oui. Il est surtout ignorant de la personne. Il ne connaît pas cette personne-là. Et puis, c'est important parce que c'est elle qui est l'artisan, qui est le principal artisan de son processus de guérison. C'est-à-dire que ce qui l'attaque, sa crise, c'est aussi une occasion de transformer quelque chose, de guérir quelque chose. Il faut en faire une crise féconde, que ce soit une dépression, un ACV, peu importe, un infarctus. Moi, j'ai travaillé à l'Institut de cardio pendant une quinzaine d'années, et puis avec des gens qui m'étaient référés par des cardiologues précisément parce qu'on avait réparé le cœur. Mais les gens qui revoyaient le cardiologue un mois plus tard, « Pourquoi vous ne m'avez pas laissé mourir, docteur? » C'est-à-dire qu'il y avait le cœur symbolique qui était encore blessé. Il y avait le cœur métaphorique qui était encore blessé. Il y avait quelque chose qui n'était pas guéri.
Alors, il y avait toute une dimension qui était complètement occultée. Puis on le sait très bien que le stress est absolument important, capital dans la genèse de beaucoup de pathologies. En tout cas, si tu n'as pas l'impression de vivre du stress, après 2 ans et demi de ce régime-là auquel on est confronté, c'est que tu es vraiment inconscient. Alors, toutes nos relations, en tout cas, il y a certaines de nos relations qui ont été blessées, qui ont été meurtries, qui ont été complètement... Alors, on a souffert sur le plan relationnel, on a souffert à tous les niveaux. Et ça, c'est clairement pas bon pour le système immunitaire. On le sait très bien. Il y a eu des tonnes d'études qui ont été faites là-dessus. Il y a eu des publications dans le New England. Sheldon Cohen a publié là-dessus. Et la psychoneuroimmunologie, c'est une science. Psychoneuroimmunologie, le lien qui existe entre les pensées, le système... Tout est lié, connecté. Quand on est touché à un niveau, on est touché à tous les niveaux. Et puis, ça touche aussi notre entourage. Parce que quand il y a une personne de malade dans l'entourage, ma femme tombe malade, je tombe malade moi aussi, là, attention. C'est-à-dire, pas complètement, mais je vais être affecté parce qu'on est connecté, on est lié et on est touché par ce qui touche l'autre personne. Il faut prendre soin de la totalité, de la globalité. C'est là qu'on a besoin d'avoir un regard plus large sur cette personne unique avec des ressources. Je viens de voir un film que je vous recommande très vivement. Ça s'appelle Encore. E-N, espace, C-O-R-P-S. Vous l'avez vu? Quel film! Ah oui. Ça vous a fait pleurer? Moi j'ai pleuré en regardant ce film-là. Ça, c'est pas mon critère d'un bon film. Alors, c'est une blessure d'une danseuse classique qui, pendant un spectacle, brise sa cheville. Et tout son processus de guérison, avec aussi l'accompagnement médical qui lui dit de faire attention, de ne pas se mettre trop en situation, puis elle finit par guérir en cessant de faire du ballet classique, mais en commençant à faire du ballet contemporain. Alors, c'est un film absolument magnifique. Les personnages sont fabuleux. Il faut aller voir ça. Alors, ça nous donne donc toute la richesse potentielle d'une crise, qu'est-ce qu'on fait avec? Et elle a fait quelque chose de miraculeux, puis elle a guéri aux dépens quasiment de son docteur. Là, elle est allée à l'encontre de ce que son docteur lui prescrivait, suivre son cœur, suivre son corps, suivre son intuition, et puis amorcer son processus de guérison. Tout ça pour dire que c'est la personne qui est le principal artisan de son processus de guérison, qui sait où agir, puis comment agir. Puis le médecin peut être quelqu'un qui l'aide, qui l'accompagne, qui la soutient, qui offre certains services, mais ce n'est pas lui qui va la guérir. Les processus de guérison sont internes, ils sont inhérents à la personne, et puis on doit remettre le gros de la responsabilité. Puis moi, de mon travail, c'était ça, c'est d'activer puis d'actualiser les potentialités qui existent en chaque humain. Donc, à travers le processus d'atelier de réduction de stress basé sur la pratique de la pleine conscience que j'animais pendant toutes ces années-là, c'est de mettre la personne au cœur de son processus. Arrêter de prendre en charge le monde. Oui, puis Ça, il ne faut pas c'est croire... C'est ça, mais il ne faut pas croire que ce n'est que les médecins. Je ne sais pas si vous vous souvenez du livre de Christian Boucaram où il faisait le lien entre les émotions et éventuellement le déclenchement des cancers. Les critiques les plus méchantes que j'ai lues venaient des psychologues, pas des médecins. Donc, il y a toujours des enjeux corporatifs là en arrière, et c'est là que ça devient... Et puis pour quelqu'un qui vit justement des difficultés comme la tienne, surtout quand c'est systémique, d'accord? Parce que ce n'est pas juste un organe ou une lésion particulière, c'est quelque chose de global. C'est là qu'on se perd complètement, et finalement, l'individu, le citoyen, perd complètement le pouvoir sur sa vie. Et là, ça c'est très important, parce que au moment où j'ai dit à ce médecin-là, je refuse le traitement, j'ai senti que je reprenais le contrôle. C'était comme si, et pourtant je suis vigilante à ça, mais c'était lui qui avait pris le contrôle. Ah ben c'est le médicament, ah ben là c'est comme ça, ah ben là il y a ça, ah ben oui on peut rien faire. Mais comment on peut rien faire? Je suis pieds et mains liés là. Le fait de lui avoir dit je refuse les traitements, ça m'a permis de dire ok, go, maintenant c'est moi qui prends en charge. Et là j'ai réentendu ma voix intérieure, j'ai réentendu mon besoin, j'ai réentendu ce que je veux pas, ce qui me parle pas.
Je l'avais perdu. Mm. Et le fait de dire stop, Mm. j'ai récupéré mon pouvoir. Absolument. C'est ça. Ça m'amène à considérer que le système de la santé, parfois, est basé sur une dynamique qui n'est pas toujours saine. C'est-à-dire, vous connaissez tous le triangle de Karpman avec le persécuteur, le sauveur, la victime. Dans nos études, on est souvent un peu amené à être le sauveur de nos patients, de donner des millions de filets de sécurité, des conseils, une guidance, un suivi là, pour les couver là, comme si c'était nos enfants, ou un persécuteur, des fois, en leur disant, ben là, si tu ne prends pas tes pilules, je peux pas t'aider. Alors, ou si tu ne prends pas tes pilules, tu vas finir amputé ou aveugle, ou, tu sais, et ça porte la victime à rester dans une dynamique d'interdépendance à ses soins de la part de son sauveur, de son persécuteur, en l'empêchant de reprendre le pouvoir sur sa santé. Alors, comment nous, comme collectivité ou comme professionnels de la santé, on peut amener cette dynamique malsaine-là à devenir plus dans la vertu? Donc, le persécuteur qui devient le challenger bienveillant, le sauveur qui devient un coach, et la victime qui devient un créateur. Et est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est probablement possible dans un système de santé actuel où on voit les patients aux 15-20 minutes, où là, le patient arrive avec son agenda de represcription, de bobos à vérifier, etc. Et le professionnel qui doit quand même répondre à ça, c'est une autre grande question sur comment le système devrait peut-être être construit. Mais je comprends pour la raison pour laquelle, des fois, on est porté à reproduire cette dynamique-là qui permet, en fait, qui empêche le patient de reprendre facilement le pouvoir sur sa santé. Et je trouve qu'il y a une belle façon de pratiquer la médecine, qui est la médecine fonctionnelle, hein, qu'il y a dorénavant beaucoup de formations qui s'offrent sur le sujet. J'ai moi-même fait ma certification en médecine fonctionnelle et je trouve que dans tout mon cursus médical, c'est cette formation-là qui m'a amené le plus de sensibilité à l'égard de cet impact-là de la dynamique biopsychosociale qui interagit ensemble et de l'impact de la spiritualité des anciens traumas et de la biologie des systèmes, donc les hormones, la biotransformation des toxines, la physiologie du microbiote, l'inflammation dans le corps qui interagit ensemble pour créer une pathologie. Alors, je pense que ça peut être une dynamique très intéressante sur laquelle la médecine pourrait tranquillement se métamorphoser pour tenter de mettre en place des principes de médecine fonctionnelle pour mieux guider les patients, mieux guider, mieux en fait, devenir enfin des coachs avec des créateurs. Comment les amener à créer cette santé. J'aime beaucoup le terme de créateur et de coach. Tu sais, quelque part, tu sais, c'est OK, on va soutenir la personne dans son processus de santé. Oui, exactement. Puis, tu sais, le système de la santé est malheureusement, je m'excuse, Robert, je t'ai coupé, mais est malheureusement fait. En fait, on est, comme professionnel de la santé ou comme médecin, je vais mettre mon chapeau de médecin, on est des professionnels de la maladie. On est à l'université, on apprend la maladie, on apprend les symptômes, les signes cliniques, les syndromes, les maladies, puis les traitements, les pilules qui vont avec. Hein. Moi, je ne me rappelle pas avoir eu beaucoup d'heures en nutrition, en activité physique, en méditation, là, vraiment pas. Là. J'ai dû faire des formations complémentaires après mes études pour réussir à comprendre, bien, coudonc, être en santé, c'est pas mon doctorat. Je n'ai pas appris dans mon doctorat à être en santé. J'ai appris à traiter la maladie. Alors, c'est normal que notre système de la santé repose un petit peu sur une dynamique qui est calquée là-dessus et pas vraiment dans la promotion de la santé où là, il faut sortir un petit peu du cadre habituel, aller chercher l'expertise de d'autres professionnels, travailler en collaboration au lieu de travailler en silo pour redorer cette dynamique de promotion de la santé véritable. Oui, tout à fait. Alors, Robert, je t'ai coupé un peu. Là, dans Je vais quand même couper Robert. On va faire une toute petite pause. Robert, garde ton idée et après la pause, on revient avec ton intervention. Alors, je crois que Robert Béliveau avait quelque chose à dire pour faire suite à ce que Anne-Isabelle nous a si bien expliqué. Oui, je pense que c'est ce qu'on réalise actuellement et de plus en plus, c'est qu'on ne tombe pas malade au hasard, Balthazar. Là. Quand les causes et conditions sont là, John Kabat-Zinn disait, quand les causes et conditions sont là, lorsqu'arrive le printemps, l'herbe pousse d'elle-même. C'est pas compliqué. Il n'y a personne qui tire dessus? Il n'y a pas de médicaments? Les causes et conditions sont là, l'herbe pousse. Les causes et conditions de la santé sont là, la santé apparaît. Les causes et conditions de la maladie puis de la dépression sont là, ça apparaît. Alors, il faut aller voir les causes et conditions, pas la
cause. La cause, c'est la COVID-19. Attention, COVID-19, là, ça ne fait rien chez quelqu'un, un bon terrain, un territoire qui est sain. Il peut être malade. Ça ne le tuera pas. Si, par contre, la personne est arrivée au crépuscule de sa vie, c'est un peu comme une feuille qui tient juste par un filament en automne, puis un petit peu de vent, on dit « Ah, le vent l'a fait tomber ». Ah ben oui, mais elle est arrivée au crépuscule de sa vie. Alors, ça ne prenait pas grand-chose pour la faire basculer. C'est la vie. C'est pas une chose, c'est un ensemble de choses. Puis souvent, ce qu'on cherche, c'est la cause. Quelle est la cause? Non, il y a un ensemble de causes. Moi, j'aimais bien l'approche biopsychosociale. Maintenant, je suis rendu avec l'approche éco-socio-bio-psycho-spirituelle. Alors, tous ces éléments-là sont bons, y compris l'approche spirituelle, qui sont des mots qu'il ne fallait pas utiliser en médecine. Parce que ça nous faisait basculer dans les croyances, dans les blessures autour de religion, puis on confond tout. On confond la religion et la spiritualité. Le besoin, c'est un besoin de sens, une quête de sens, de cohérence entre ces valeurs, entre ce que je dis, ce que je fais. Et puis, reconnaître aussi que la formation médicale, c'est d'abord et avant tout un formatage. Ce n'est pas une formation, c'est un formatage. Puis ça nous prend quelques années pour se formater et de multiples années et autres formations pour se déformater, pour se former. Et ça prend les patients qui sont patients avec nous autres pour nous aider à considérer les choses d'une autre manière, alors sous une autre bannière. Ça ne se passe pas dans fente synaptique, la dépression, avec un manque de sérotonine, et c'est de plus en plus battu en brèche, cette histoire-là. Ça se passe dans l'ensemble de la vie de la personne. Alors, je pense que c'est important de reconnaître ça si on veut accompagner la personne correctement. Où est-ce que ça va pas bien dans sa vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui a créé les conditions, justement, pour que la maladie apparaisse? Pour l'accompagner dans la transformation. Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Puis c'est là qu'une crise devient féconde, qu'une crise va nous aider à devenir peut-être quelqu'un de plus solide, puis si le docteur a vécu lui-même quelques traumatismes dans sa vie, ça va l'aider. S'il a changé de bord du bureau, ça va l'aider à voir, là, tu sais, de quoi il a besoin. De quoi il a besoin, parce qu'on est tous vulnérables. Chaque humain, on va se ramasser de l'autre bord du bureau un jour ou l'autre. Comment tu voudrais être considéré, traité, accompagné? Qu'est-ce que tu voudrais comme type d'intervention? Bien, c'est ça qu'il faut fournir à nos patients. Il faut se développer après cours. Alors, après notre cours, il faut aller chercher une autre formation. Moi, j'en ai eu avec John Kabat-Zinn, qui a été celui qui a mis sur pied des ateliers de réduction de stress en milieu hospitalier, qui est venu aider les patients à quitter le rôle de patient passif, réceptacle d'une intervention experte, et puis à la merci de l'intervention experte pour en faire des artisans de leur processus de transformation puis de guérison. Du concept de créatif d'Anne-Isabelle. Ça a été quelque chose de miraculeux qu'il puisse rentrer dans un hôpital high-tech puis commencer à enseigner la méditation au monde. Tu comprends? C'est un gars, il est fort en marketing, John, parce qu'il y a eu des résistances qui sont venues essentiellement des psychiatres. Qui est, lui, il avait un doctorat en neurosciences, pas en neurosciences, mais en tout cas... Peu importe, il y a eu un doctorat du MIT. C'est un scientifique de haute voltige qui connaît bien la recherche, mais son domaine d'expertise, c'était pas ça. C'était pas la souffrance humaine, mais il connaissait un processus, il connaissait la richesse puis la force des approches de pleine conscience, des approches de... Oui, alors, voyez-vous, il a mis quelque ça... part, c'est une des raisons Ce que je voulais dire, juste une chose. Vas-y. La médecine... Les découvertes qu'on a faites, c'est jamais en restant dans le cadre de la médecine. C'est en allant... Dans aucune science. Non, mais tu sais, en allant ailleurs, en allant chercher ce qui c'est les découvertes en psychologie, les découvertes... la laser-thérapie, c'est pas un docteur qui a inventé ça, là. Les autres, ils ont dit, hey, ça pourrait peut-être être utile pour un décollement de la rétine. On pourrait peut-être essayer ça. Alors, il faut avoir la curiosité de sortir du cadre et puis d'élargir notre regard. Mais comment sortir du cadre, Robert, mais
réintroduire ça à l'intérieur du processus, de tout ce processus-là médical, de guérison. Comment est-ce qu'on peut... On va faire une émission là-dessus. On va faire une émission là-dessus. OK. Écoute, Je prends note, saison 2. tu viendras ben, je vais parler revenir, c'est sûr. de ton Oui, parce que processus, c'est- Anne-Isabelle. Ouais, Puis moi, je pourrais ouais. parler de Ouais. tous les deuils aussi, toutes les difficultés qu'ils font, puis qu'est-ce qui nous soutient dans cette intention-là. Et on Yes. pourra revoir avec Nadine ce qu'aura porté fruit, son attitude de dire, bon, OK, moi, je décroche, je reprends le plein pouvoir de ma propre santé. C'est définitivement une suite à donner. J'aimerais... Attends, je voudrais juste rebondir sur quelque chose. Je veux juste qu'on comprenne que ce n'est pas juste en médecine que c'est comme ça. Je veux dire, on demande de plus en plus d'être fonctionnel, de ne pas se poser de questions. J'ai un de mes amis qui travaille sur la rive sud de Québec, enfin donc Lévis, et ils voulaient avoir des ateliers de démarche réflexive, réfléchir à leur pratique et ainsi de suite. Il est dans le domaine psychosocial. Et un de ses patrons lui a dit, écoute, toi tu es un dinosaure. Toi, tu vas encore te poser des questions. Nous, la seule chose qu'on te demande, c'est de fermer ta gueule et c'est d'agir. Et donc, c'est vraiment une volonté d'être dans l'action, de ne pas réfléchir, de ne pas remettre en question les choses, ce qui est à l'opposé de la protection du public. C'est à l'opposé de ce qu'on a besoin pour améliorer nos pratiques. Mais dans le fonctionnement des choses, où on veut un résultat le plus rapidement possible, c'est un peu comme si on pète de la neige devant soi plutôt que de la mettre sur le côté. On pète, puis à un moment donné, la neige est tellement immense devant nous qu'on n'est plus capable de passer. Et c'est là que la maladie arrive, que ce soit une maladie mentale, que ce soit une maladie physique, ou une maladie environnementale. Les forces qu'il y a actuellement, il faut voir qu'il y a des forces. En médecine, là, on est pollué puis corrompu par Big Pharma. C'est-tu assez clair? C'est dur de dire ça là, en pleine émission. Mais la médecine a été capturée par Big Pharma actuellement, qui impose son agenda. Et puis, bien sûr, la pharmacopée fait partie des ressources. Il ne faut pas les nier. Puis, il y a eu des découvertes fabuleuses, alors il faut les utiliser. Mais attention, pas à chaque mot, il y a une solution pharmacologique. Ce n'est pas nécessairement la meilleure. Alors, il faut le savoir. Ça peut faire partie de la solution, mais c'est jamais juste ça, la solution. Alors, moi, je vais créer un choc ici parce que là, vous venez de dire qu'à chaque mot, il y a sa solution, son médicament, là, probablement. Alors que si on va complètement à l'opposé et qu'on regarde Maria Treben, une grande naturopathe allemande, qui disait... Pour chaque maladie, le bon Dieu a mis une plante sur la terre. Alors, on s'en va loin. Là, ça vient de créer un choc. Autre émission. Saison 2. Saison 2. Est-ce qu'on pourrait... Et son titre, c'était « La pharmacie du bon Dieu ». Ah oui. Pour nous emmener ailleurs, c'est-à-dire on est encore là-dedans, moi, je me pose la question, la prévention, est-ce que ce n'est pas ce que nous devrions d'abord enseigner, d'abord faire pour peut-être justement faire, être fort physiquement ou pouvoir... pas voir arriver la maladie, c'est pas ça du tout ce que je veux dire, mais la prévention, quand on sent la faiblesse chez quelqu'un, avant qu'il en arrive à être totalement malade ou entrer dans une maladie, comment on peut entrer ce processus vraiment intéressant? On y réfléchit quelques secondes et puis on lance un semblant de solution ou d'idée, en tout cas. On revient. Elle l'avait vu Donc, relançons sur cette question. Je suis tellement sûre que tout le monde se pose, ou que beaucoup se posent. Pourquoi ne travaillons-nous pas sur la prévention au lieu de toujours, évidemment, la guérison, bien sûr, mais la prévention? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça?
En fait, je me pose la même question. Oui, Depuis que je suis en pratique, je pense que c'est fondamentalement important de se la poser. En fait, on sait qu'environ, que plusieurs données scientifiques supportent le fait qu'environ 90 des maladies chroniques peuvent être prévenues de toutes sortes de façons. Ce qui est, en fait, la pandémie actuelle qui devrait nous inquiéter, c'est celle des maladies chroniques, des cancers, des maladies cardiovasculaires, qui est pas mal plus épeurante que la pandémie à COVID actuellement. Et 90 de ces cas peuvent être prévenus dans la collectivité par des gestes aussi simples que ce qu'on porte au quotidien, ce qu'on mange dans chacune de nos bouchées, la mobilité qu'on a au quotidien, le sport qu'on fait, la quantité de stress qu'on ressent, la qualité de sommeil, la qualité des relations interpersonnelles qu'on entretient, l'environnement dans lequel on mijote tous les jours. C'est aussi simple que ça. Puis on sait que dans la santé en général, sur un plan un peu plus scientifique, on a tous une génétique qui nous est propre. Alors, on peut avoir des gènes qui sont un petit peu plus prédisposants pour développer des maladies quelconques, maladies auto-immunes, cancers, maladies cardiovasculaires, mais ces gènes-là sont heureusement modulables. En fait, leur expression est modulable par une entité qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique, c'est un peu la science de la biochimie qui, disons, interagit avec l'expression de nos gènes et qui est modifiée par nos comportements quotidiens. Donc, la nutrition qu'on adopte au quotidien va envoyer les informations biochimiques pour se greffer à l'ADN et déterminer quel gène va s'exprimer ou pas. La quantité de stress, les traumas passés, même intergénérationnels, on le sait très bien, les générations qui ont vécu des problèmes, des gros traumas sociaux, il y a des générations qui ont un épigénome qui est différent des générations précédentes juste à cause de ça, qui va prédisposer des conditions de santé à s'exprimer plus que d'autres. Alors, on a un pouvoir incroyable et c'est pas vrai qu'on est condamné par nos gènes. Au contraire, on peut les moduler, on peut en moduler l'expression, on peut atténuer des flare-ups de maladies auto-immunes. Dans certains cas qu'on comprend pas tout le temps encore, il y a des maladies auto-immunes qui se résolvent soi-même. Alors, les gènes finissent par diminuer leur expression à cause de cette modulation-là. Alors, écoutez, on préfère juste une émission sur qu'est-ce qu'on peut faire sur le volet préventif dans tout ce qu'on fait au quotidien parce que c'est absolument riche. Et le problème, comme on le disait tantôt, c'est qu'on n'a pas nécessairement... on donne accès aux gens gratuitement, aux médecins qui sont les experts de la maladie, mais il faut payer 100 de l'heure et plus des autres professionnels qui sont les experts de la promotion de la santé, malheureusement. Alors, l'accès à la population aux soins de santé est un peu inversé. Alors, si, à l'inverse, on avait accès facilement à une nutritionniste, un kinésiologue, une psychologue pour nous garder balancés dans 3 sphères très fondamentales de notre vie, puis que au besoin, si malgré tout, il y avait des perturbations physiologiques plus importantes, on allait voir notre médecin pour avoir un avis thérapeutique, un diagnostic ou un traitement, bien, ça serait disons, une utilisation un peu plus optimale des ressources, selon moi, et plus logique. Mais là, on parle d'un idéal alors que ça devrait être un normal. Oui. Alors, on va essayer de renverser ouais. le côté idéal et la normalité des choses parce que ça n'a plus de sens. Mais concrètement, on est en plein milieu de l'automne. Concrètement, on fait quoi, par exemple? On sait que le virus de la grippe va venir, on sait que le corona circule encore un tout petit peu, puis c'est pas celui-ci, ce sera un autre, parce qu'il y a plein de rhumes qui sont liés à des coronavirus. Donc, c'est pas quelque chose qui est si étonnant que ça qu'on en est dans notre environnement. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant qu'individu? Je vous regarde, je vous écoute, j'ai envie de transformer mes habitudes de vie, et j'ai un système immunitaire que je veux renforcer. Vas-y, puis je compléterai parce que... recettes, c'est sûr. On a chacun nos petites recettes, des choses avec lesquelles on est à l'aise et puis qu'on utilise déjà. Alors, peut-être faire plus de ce qu'on utilise déjà. Si c'est la marche, peut-être marcher un peu plus souvent, un peu plus longtemps, dans des milieux qui sont jolis. Moi, je suis un amateur de jardin botanique, alors je vais régulièrement me ressourcer au jardin botanique. C'est un lieu de beauté, c'est un lieu de contemplation, c'est toujours beau, c'est toujours différent. Alors, c'est miraculeux. Alors, marcher en douceur, donc aller dehors, marcher un peu plus, fermez vos télévisions. Tout ce qui arrose les graines de peur, arrêtez ça. Donc, mais après l'émission quand même. Donc non, mais ça, c'est pas la même chose. OK, c'est pas juste la télévision, c'est les mauvaises nouvelles. Les trucs toxiques qui génèrent la peur chez les individus. Arrêtez d'écouter les gens qui vous angoissent.
des gens qui ne font que nourrir la peur plutôt À que la répétition. confiance. Plutôt que la confiance. Alors, L'empowerment. l'empowerment. C'est ça qu'on- Rencontrer des gens avec lesquels vous êtes bien. Mhm. Et c'est pas compliqué. On est bien ensemble, là. Alors, quand vous rencontrez des gens chaleureux, amicaux, transparents, bienveillants, ça fait du bien, avec lesquels on se sent ouvert, libre de dire ce qu'on veut, ce qu'on a sur le cœur, comment on voit les choses, comment on décode les... Puis des gens positifs, des gens qui sont optimistes, qui voient la crise, mais pas juste la crise, où ça peut mener. Tu sais, comment la transformer, la crise. Pour dire qu'il y a plein de dysfonctions auxquelles on s'est habitué. Il faut arrêter les dysfonctions, puis essayer d'aller dans le sens de qu'est-ce qui marcherait mieux. La prévention, par exemple, c'est une chose qui marche bien, qui marche très bien quand on la met dans les mains des gens. Mais quand c'est une prévention dite technique, là, je mets des bémols. Tu sais? Alors, la détection précoce du cancer du sein, du cancer... Je ne dis pas que ce n'est pas parfois justifié. Je dis que souvent, ça coûte très cher, puis vos chances d'en profiter sont beaucoup moins grandes que vos chances d'ennui, Que ça vous nuise. que ça vous nuise. Alors, il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, sur Gilbert Welch a écrit un livre magnifique, « Dois-je me faire tester pour le cancer? Peut-être pas, et voici pourquoi. » Et ça a été un livre, moi, qui m'a jeté par terre, parce que moi, je croyais beaucoup à ce type de prévention-là, puis de détection-là. Alors, moi, j'aime toujours lire un livre qui va me dire le contraire de ce que je crois ou de ce que je pense. Donc, de te Même remettre en question. Même chose pour la prévention. La prévention, là, il y a une bonne prévention, mais j'ai lu à un moment donné de Norbert Ben Saïd, il y a une trentaine d'années, son livre « La lumière médicale, les illusions de la prévention ». Oh boy, je me suis dit, alors que moi, j'étais un gars qui est très axé sur la prévention, il vient me donner l'envers de la médaille, il vient me nuancer mes propos, mon regard, ma vision, ma perception. Alors, allez lire des choses qui vont à l'encontre de vos croyances. C'est comme ça qu'on s'éduque. C'est pas en renforçant nos idées, nos croyances, c'est en les modulant, en ouvrant. J'ai toujours voulu être quelqu'un et aller à quelque part. J'ai vu le titre d'un livre, « Being Nobody, Going Nowhere ». N'être personne, n'aller nulle part. J'ai dit, ça me prend ça. Faut que je lise ça. Alors, ça me donne un autre regard. C'est ça qui nous rend un petit peu plus intelligents. Alors, moi, en tout cas, c'est ma prescription. Lisez des choses, allez voir des gens qui pensent autrement, qui voient les choses autrement. Ça dilate notre esprit. Donc, on regarde cette émission-ci, Ben voilà. puis on regarde Libre Média. Oui. J'ajouterais aussi à ce que mon collègue vient de dire, qui est tout à fait à point, ma pratique aux soins intensifs, entre autres, dans les temps de la COVID, m'a amené à constater quelque chose, c'est que la majeure partie des patients qui étaient hospitalisés, intubés ou qui sont décédés de la COVID, malheureusement, avaient des facteurs de risque cardio-métabolique bien présents ou du moins âgés, là. Mais en tout cas, pour les jeunes qui étaient là, il y avait certainement des facteurs de risque cardio-métabolique qui étaient présents. Alors, c'est sûr que, tu sais, de dire que... J'apporte aussi un bémol, hein, dire qu'on est jeune et en bonne santé ne veut pas dire qu'il n'y a pas de facteur de risque cardio-métabolique. Hein. Ce n'est pas parce qu'on ne va pas chez le médecin qu'on n'a pas eu de dépistage puis que tout est beau, que, tu sais, qu'il n'y a rien, hein, métaboliquement. Alors, ce que j'ai remarqué et ce que les données de l'INSPQ aussi supportent dans les facteurs de risque et les maladies chroniques qui sont présentes chez la population qui souffre et va décéder de la COVID essentiellement, souvent, c'est des gens qui vont avoir un syndrome métabolique. Donc, les gens qui vont avoir tendance à prendre du poids, principalement dans la ceinture abdominale, donc le gras qui va s'accumuler au niveau des organes viscéraux, qui vont avoir une tension artérielle un petit peu augmentée, un cholestérol perturbé, qui vont avoir un problème de prédiabète ou d'intolérance au glucose dans tout ça. Et souvent, ça, c'est supporté par un phénomène qu'on appelle la résistance à l'insuline. Alors ça, c'est vraiment une chose à retenir, en tout cas dans la physiologie de la prévention, c'est de tenter de dépister, voire renverser la résistance à l'insuline, qui est un driver énorme des facteurs de risque cardio-métabolique et de l'inflammation dans le corps et qui va générer, en fait, une réponse inflammatoire qui va souvent être exagérée, accrue, puis qui va engendrer la cascade inflammatoire qu'on voit là, dans la COVID sévère et qui va porter à intuber, à faire un multi-organ failure, comme on a vu là, dans certains cas. Alors, qu'est-ce qui crée la résistance à l'insuline? L'alimentation, c'est 80 des causes. Donc, une alimentation nord-américaine standard qui est souvent très riche en glucides,
en glucides transformés, donc tout ce qui contient des farines transformées. Même si c'est des farines un peu blé entier, c'est des farines transformées quand même qui ont une grande charge glycémique. Donc, tout le pain, les pâtes, les craquelins, les céréales à déjeuner, les biscuits, les desserts, les boissons gazeuses. Alors, c'est prédominant naturellement dans notre alimentation. Puis évidemment, tous les aliments transformés qui utilisent des grains qui pourraient, de façon non transformée, être bons pour la santé, sont dénaturés, perdent leurs fibres, perdent leurs nutriments, qui sont transformés à travers un aliment qu'on dit bon pour la santé parce que ça contient les matières de base qui anciennement étaient bonnes, mais qui, là, transformées, ne le sont plus. C'est quelque chose qui est tout à fait à proscrire et qui augmente la résistance à l'insuline. Alors, à force de prendre une alimentation riche en glucides, qu'est-ce qui se passe? Bon, on absorbe le sucre qu'on ingère. Le pancréas génère sa sécrétion d'insuline pour faire rentrer le sucre dans les cellules. À un moment donné, il y a tellement de sucre qui monte que le pancréas sécrète de l'insuline et les cellules sont plus capables de ressentir ce signal d'insuline-là. Elles vont donc développer une certaine résistance dans certains récepteurs à leur surface. Alors, ça veut dire que, bon, il va falloir encore plus d'insuline pour faire rentrer la même quantité de glucose. Et éventuellement, bien, la glycémie va finir par monter. On va devenir soit diabétique ou l'insuline va être très, très élevée, ce qu'on reconnaît comme étant le phénomène de résistance à l'insuline. Donc là, je ne veux pas perdre, évidemment, les auditeurs dans cette complexité physiologique-là, mais c'est vraiment quelque chose qui est très important, qui est un grand driver de l'inflammation et qui est vraiment présent dans la majorité des cas de maladies cardiovasculaires, hypertension, gain de poids, même qui prédisposent à l'inflammation qu'on voit dans la neuroinflammation, les troubles de l'humeur, la douleur chronique, la fatigue chronique, entre autres. Évidemment, l'alimentation faible en glucides, pour certains très, très faibles. Donc, tu sais, le volet cétogène peut être très, très intéressant pour certains. Mais principalement faible en glucides, riche en bons gras, riche en phytonutriments, en légumes et fruits, noix, graines, de toutes sortes de nature, évidemment non transformées, devrait être la base de notre alimentation pour prévenir cette manifestation pro-inflammatoire qu'on voit chez les patients qui ont la COVID, entre autres. Puis, avant d'aller à la pause, ce que moi j'aurais envie de dire, c'est qu'il y a, et c'est pour ça que je parle de rendez-vous manqué. Le premier rapport de la santé publique italienne qui est sorti en avril 2020 disait exactement la même chose. Le tableau de gestion de la COVID et des gens qui étaient à risque d'avoir des séquelles, donc se retrouver en fait aux soins intensifs ou malheureusement éventuellement décédés, n'a jamais, jamais, jamais changé. Et c'est pour ça que c'est effrayant de voir à quel point on a oublié, on a manqué ce rendez-vous de parler de prévention globale du corps pour pouvoir être en bonne santé, pour résister face à un virus qui était la première fois auquel on était confronté. Alors, on va aller à la pause maintenant. On prend une petite respiration parce que c'est intense ce petit segment et on vous revient après. Terminé sur la prévention, c'est tellement large, mais essayons d'en emmener encore un peu pour nos auditeurs. On a parlé précédemment un peu de la résistance à l'insuline et du profil inflammatoire qui pouvait être engendré à cause de ça. Un autre élément qui est fondamental est l'état nutritionnel. Alors, malheureusement, dans les dernières années, au Canada, environ 60% des calories que chaque Canadien ingère est transformée ou ultra-transformée. Ça veut dire, tantôt on l'a mentionné rapidement, qu'on y retrouve évidemment des glucides, des protéines, des lipides, bon, des macronutriments, mais tout ce les micronutriments, donc les vitamines et minéraux, polyphénols, qui envoient dans notre corps des informations cruciales à notre système immunitaire et notre santé globale, sont en quantité nettement réduite à mesure que le produit est de plus en plus transformé. Souvent, le fabricant doit même rajouter des vitamines artificielles pour que l'aliment soit suffisamment comestible et bon pour la santé des gens qui le consomment. Alors, ça veut dire que de plus en plus, on voit que la population
devient dénutri. Alors, même si on gagne du poids, qu'il y a une épidémie d'obésité, plus ça va, plus on sait que l'apport en plusieurs phytonutriments, micronutriments comme vitamines et minéraux est insuffisant chez la plupart des Canadiens et Canadiennes. On sait aussi que depuis, je vous dirais, je cite des études qui ont été faites au début des années 2000, donc dites-vous qu'en 2022, maintenant, c'est vraiment pire, mais on observait la densité nutritionnelle des aliments des 50 dernières années et on s'est aperçu qu'il y avait une diminution d'au moins 30 en moyenne de plein de nutriments présents dans les fruits et légumes cultivés dans nos terres. Donc, le zinc, la vitamine A, la vitamine D, peut-être pas la vitamine D, mais vitamine A, zinc, entre autres, puis magnésium, qui était, entre autres, parmi des éléments parmi lesquels la diminution et la densité s'altéraient au fil du temps de façon assez majeure. Et on sait donc en 2022, ça doit être pas mal pire là, que ça l'était au début des années 2000, étant donné qu'on en fait une agriculture de masse sur des sols qui sont déjà déplétés en minéraux, puis on continue à le faire sur les mêmes sols. Alors, évidemment, même si on pense avoir une alimentation très riche en fruits et légumes et en graines, il est possible aussi que cette densité nutritionnelle-là dans les aliments qu'on mange qui sont sains ne soit pas aussi bonne qu'elle l'était il y a 50 ans, par exemple. Ça nous propulse dans un état de dénutrition dans certaines situations. Il faut savoir aussi que notre génétique ne nous porte pas à absorber 100 des nutriments qu'on ingère. Hein. Pour différentes raisons, notre système digestif peut des fois avoir une altération dans la capacité à absorber ou à retirer certains aliments, certains micronutriments des aliments qu'on ingère. Alors, tous ces facteurs-là font en sorte que notre santé peut être altérée par un déficit nutritionnel quelconque. Évidemment, on recommande toujours à ce que les nutriments qu'on ingère proviennent d'aliments complets parce que la synergie entre les différents micronutriments qu'on retrouve dans les aliments est fondamentale, fonctionne toujours mieux dans le corps, puis on veut éviter le plus possible de la supplémentation, mais parfois ça devient important, ça devient crucial pour remonter des taux de vitamines. Entre autres, je parle de la vitamine D au Québec à cause de la latitude, la synthèse par les rayons UV. La plupart du temps dans l'année, on n'est pas assez exposé pour avoir des taux de vitamine D suffisamment hauts, de sorte qu'on doit pallier en utilisant un supplément. Alors, il est bien reconnu, puis je pense qu'il y a plusieurs études qui ont été faites sur le sujet, que certains déficits de vitamines, de minéraux ou de polyphénols peuvent engendrer des dysfonctions immunitaires et nuire énormément à la façon dont le système immunitaire fonctionne. Notre système immunitaire inné, qui est comme la première ligne de détection des virus qui franchissent nos barrières muqueuses, et notre système immunitaire adaptatif, qui est comme la deuxième ligne des soldats. Donc, je compare souvent au corps de police municipal là, qui vont aller tout de suite au poste là, attraper un criminel, mais le deuxième volet du système immunitaire, c'est plus le FBI qui, lui, va garder des piles d'enquête sur des criminels, puis ils vont arriver dans un deuxième temps quand le corps des polices municipales les appelle parce qu'ils se souviennent que ce criminel-là était recherché, par exemple. Donc, évidemment, les deux corps de police collaborent entre eux et ont tous besoin de façon très précise des quantités de phytonutriments, nutriments, vitamines et minéraux bien précis pour effectuer de façon adéquate leur travail. Puis on remarque que les gens qui sont obèses, qui ont des syndromes métaboliques, qui ont différentes maladies chroniques, ont ce qu'on appelle un phénomène d'immunosénescence, c'est-à-dire que leur système immunitaire est beaucoup moins puissant, beaucoup moins capable de vaquer à ses occupations standards et va générer une réponse inflammatoire au mauvais moment ou va avoir tendance à moins bien reconnaître les virus ou les bactéries au bon moment pour engendrer la réponse ou l'appel des soldats ou du FBI, là, qui est notre deuxième palier de système immunitaire. Donc, je pense que l'état nutritionnel, pour en faire une conclusion, est vraiment fondamental au fonctionnement de notre système immunitaire. Évidemment, par la nutrition en premier lieu, les aliments complets, puis par moment, selon les différents déficits qui peuvent être présents chez chacun d'entre nous, notre façon de s'alimenter, notre biologie intrinsèque ou nos susceptibilités génétiques. Des fois, il faut aller chercher de la supplémentation dans certains de ces micronutriments-là pour avoir une physiologie qui est ajustée, balancée, équilibrée. Merci, Anne-Isabelle. Elle connaît tellement plus d'affaires que moi. Moi, j'essaie de voir qu'est-ce qui est vraiment, comment appliquer ça. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est mon idée à moi, c'est la variété, la diversité. Ouais. Puis, elle se trouve beaucoup dans le fait de voyager dans différents pays.
Moi, j'ai voyagé au Vietnam. Je pense que j'ai réussi, en prenant la nourriture là, qu'il y a là-bas, de transformer certainement mon microbiote. Puis en voyage, tu es exposé à la beauté, tu es exposé à une nutrition qui est différente, qui est souvent plus saine que la nôtre. Tu marches beaucoup. Alors, il y a toute une tonne de choses qui font que le voyage est bon pour la santé. Et là, je suis interdit de voyager. Alors, je voyage au Québec, mais on reste chez nous et puis on marche quand même moins qu'on avait l'habitude de marcher. Mais moi, je pense que mettre de la beauté dans sa vie, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Il y a ce qu'il y a dans l'assiette, il y a aussi ce qui se passe autour de l'assiette. Puis moi, ça m'apparaît tellement primordial, ça. Des fois, on a parlé du French paradox, le paradoxe français, qui disent, bon, comment ça se fait que dans le Sud-Ouest, ils mangent gras, ils mangent des affaires qui n'ont pas d'allure, puis ils ne meurent pas. Ils ne meurent pas du cœur. Et puis on a un cholestérol dans le plafond. Comment ça se fait? Ah, c'est le French paradox. Bien, moi, je suis allé là, dans le Sud-Ouest. Bien, ils ont du fun. Ils passent 2 heures autour de l'assiette. Ça se rencontre, ça s'embrasse. Tu sais, il y a tout ce qui se passe autour de l'assiette qui est très important aussi. Puis le fait de ne pas être précipité, puis là, remplir le trou, puis s'en aller tout de suite travailler pour être productif. Toi, il y a toute une façon de vivre aussi. L'amitié. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis où ils ont mesuré le taux d'IGA, qui est notre premier soldat, pour reprendre, ou premier policier, pour reprendre ton expression tantôt. Plus on est heureux, plus le taux d'IGA monte. Plus on est malheureux, plus le taux d'IGA est stressé, plus le taux d'IGA retombe. C'est quoi l'IGA? C'est l'immunoglobuline A. C'est le premier policier qui combat en fait l'arrivée d'un microbe ou d'un virus ou une bactérie qui pourrait arriver dans la bouche. Et à partir de ce moment-là, donc quand on a un taux d'IGA très élevé, à ce moment-là, il y a de plus grande chance en fait de diminuer éventuellement notre sensibilité ou notre vulnérabilité en cas d'attaque virale. Tu sais. Et c'est là que ça revient intéressant pour toi, le côté heureux, festif, agréable, être avec des gens qui sont bien, la joie de vivre, choisir ses amis, éteindre la télévision le soir, surtout pas regarder le journal télévisé pendant qu'on est en train de manger. Avant de se coucher pour mieux dormir, tu sais, bien dormir aussi. Et puis... Est-ce que le sommeil influence là-dessus? Ah bien, c'est clair que le sommeil influence. Ah, tout est important, tout est précieux. L'important, c'est l'équilibre. Tu sais. Si tu as une vie, tu as trop de temps, tu n'as pas de projet, il faut avoir aussi des projets qui nous allument, qui nous animent, qui nous font vivre. Moi, ma femme, elle me dit, « T'es pas fatigué, Robert? Ça fait, t'es au Vox, puis t'es allé là, puis t'es allé là. » Mais non, je suis toujours bien entouré. Et puis, on est toujours dans la joie, puis dans l'expression. On va bien dans ce temps-là. Et puis, c'est pas fatigant. C'est fatigant quand on va à contre-cœur, quand on va contre son énergie, contre sa vitalité, quand on nous fait promouvoir quelque chose. Tu sais, le médecin qui dit « Allez prendre le vaccin. Il faut à tout prix prendre le vaccin. » Puis, à l'intérieur de lui, il y a un doute. Il n'est pas absolument certain. Il sait que c'est un produit expérimental. Il sait qu'il y a eu des cas de myocardite chez des jeunes. Il y a un doute qui s'insère, mais qui se sent dans l'obligation, pour garder ses privilèges de médecin, il y a peut-être quelque chose à l'intérieur de lui qui va avoir une souffrance éthique. Et puis, on sous-estime ça aussi. C'est important. Tout est important. Alors, mais dans le tout important, moi, ce que je trouve intéressant, puis on va revenir vers toi, Nadine, quelque part, c'est que ça laisse plein d'opportunités en fonction de qu'est-ce qui fait sens pour chacune des personnes qui nous regardent. Il y a des personnes qui vont préférer tel type de choses, d'autres qui vont préférer. Donc, à nous de trouver l'espace dans lequel on se sent le mieux pour faire cette prévention-là et densifions-le de manière à avoir une santé globale de plus en plus intéressante. Je vais dire une dernière chose, puis je vais laisser Nadine terminer parce que je suis sûr que ça va être bien plus intéressant ce qu'elle va avoir à dire. Mais il y a quelqu'un qui a dit que c'est beaucoup plus facile de changer ce qu'il y a dans l'assiette que de changer sa relation avec sa femme ou son mari. Hey, je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors, il faut aller dans le sens de sur quoi je peux avoir du pouvoir, le plus de pouvoir. Mais c'est important aussi de travailler sa relation avec sa femme ou son mari. Oui. Nadine, c'est toi qui as le mot de la fin. Oh, bon, ben écoutez... Dans tes vues à toi. Mais si je reviens à la démarche que moi j'ai pratiquée, ben d'abord j'ai commencé par utiliser
mes outils. Hein. On commence par le plus simple. Donc, je maîtrise ça, j'applique ça. Ça a fonctionné puisque quand je me suis fait évaluer par la psychologue, ma fille a beaucoup rigolé. Elle m'a dit, tu vas voir une psychologue, maman. Oui. J'ai dit, peut-être qu'il y a des choses qui m'ont échappé. Elle m'a dit, la résilience au niveau mental est totale. Au niveau émotionnel est totale. OK. Ben, j'ai dit, alors, qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit, ben, c'est comme un boxeur. Il est entraîné, il prend des coups. Toi, tu prends le même coup, tu es sur le tapis pendant 8 jours. Lui, il continue, mais le coup, il a été pris. Il me dit, le corps a encaissé des coups. Alors, ton mental et ton émotionnel a réglé le problème, mais le corps, lui, il a encaissé ces coups-là. Les bleus sont à l'intérieur. Là. Donc, il faut t'occuper de ton corps. Là, je me sentais démunie, donc j'ai confié mon corps à la médecine. Il en a fait ça, c'est-à-dire 30 kilos de plus, de la fatigue, bon, pas bien du tout. Et là, j'ai repris le pouvoir. Donc, la solution, c'est d'abord, j'ai trouvé du sens à ce qui m'était arrivé. Très important, la partie spirituelle. Absolument. Parce que d'un seul coup, je ne suis plus une victime. Ah, OK. Ah, c'est positif, cette affaire-là. La deuxième chose, c'est un petit peu tout ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire que je fais très attention maintenant à mon sommeil qui est régulier, je ne me couche plus à n'importe quelle heure. Bon, je regardais déjà pas la télé avant, et puis toutes les émissions pour les moins de 12 ans me sont interdites. Mes enfants avaient déclaré ça il y a bien longtemps. Donc je regarde que des choses qui me font rire ou qui m'enrichissent. L'alimentation, ben, en effet, c'est assez facile de travailler là-dessus. Donc, j'ai joué avec toutes sortes de choses. J'ai testé pour voir qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui ne me va pas. Et puis, je ne suis peut-être pas encore débarrassée des symptômes, mais la maladie est devenue mon amie. Je vis avec. Je ne lutte plus contre elle. Je l'écoute. Elle me donne des messages qui me permettent de revenir sur moi, sur ce qui est réellement important, constructif, qui me ressource. Et puis, je navigue tranquillement là-dessus, à essayer toutes sortes d'affaires qui me font du bien. Voilà. Et j'attends pas un résultat immédiat. Je lui donne, je reconnais que je l'ai malmené, mon corps, pendant des années. Donc, je peux lui consacrer quelques temps pour qu'il se plaigne et qu'il me dise combien je l'ai fait souffrir. Donc, je lui laisse ce temps-là. Bon, il va falloir qu'à un moment, ça s'arrête, là. Je l'ai prévenu. Mais je suis patiente avec mon corps. Pas avec la médecine, mais avec mon corps, oui. Et tu es très sage. Quelle sagesse. Non. Je me débrouille. Hein? C'est toute une émission, ça. Oui. Hein? C'est ça, être créateur. Ouais. À Réinfo COVID, on va faire il va y avoir une section qui va être Réinfo Santé. Où on invite les gens à venir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver notre capital santé, notre système immunitaire fonctionnel, optimal, et puis des nutritionnistes, des gens qui s'occupent de santé globale, de santé naturelle, méditation de pleine conscience. Moi, je vais parler de ça. Alors, on peut aller loin. Il là. va avoir on va toutes continuer sortes. à part ça. On va arrêter la caméra, mais on va continuer parce qu'on a encore des choses à préparer pour notre prochaine rencontre. On vous souhaite une bonne santé. Et à mes invités, Nadine, Robert et Anne-Isabelle, un grand merci pour votre expertise, votre expérience, vos recommandations, votre science humaine. Votre science humaine. Un grand merci d'avoir été là. Et merci, Joël, de nous faire rencontrer des personnes aussi fantastiques et aussi nourrissantes. Inspirantes. Merci, Joël. Merci, Martine. Et à la prochaine. Merci. Soyez au rendez-vous, ça vaut la peine.